Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Nous allons pendant 1 heure faire connaissance amplement, non seulement avec un homme, mais aussi avec ses idées. C'est Daniel Marie-Sainte. Bonsoir, monsieur Daniel Marie-Sainte. Bonsoir, monsieur Gérard Dalincarter. Bonsoir, camarade patriote. Bonsoir, monsieur Mais néanmoins vice-président du Conseil régional de Martinique et chef du groupe des patriotes martiniquais et sympathisants. C'est ça. Alors, c'est qui les sympathisants? Mais c'est ceux qui ne sont pas ni au MIM, ni au Palima, ni au CNCP. Donc nous avions sur la liste plusieurs, mais parmi les élus, c'est Louis Boutret, qui est président de Martinique Écologie, et madame Claudine Jean-Théodore, qui est une élue municipale du Robert et qui a rejoint Alfred Marie-Jeanne. Oui, c'est dame qui est partie de la droite de l'échiquier, qui finalement a pris au fur et à mesure du processus de réalité et qui est venue dans vos rangs. Voilà, ce qui a fait tilt chez elle, c'est lorsqu'elle a lu l'article 74, elle a vu que c'était un statut qui permettait aux Martiniquais de gérer le pays dans l'intérêt propre. D'avoir un peu de stabilité. Voilà. On va y revenir, mais on va d'abord parler de l'homme, puisque c'est une heure de vérité, c'est pas une heure de vérité sur uniquement les idées du MIM, uniquement les idées de la CSTM, on va en parler. Papa, grand-père. Oui, là, je suis déjà grand-père, oui. Je suis déjà grand-père. Papa, puis grand-père. Grand-père, ingénieur de formation. Voilà, ingénieur électronique. C'était ce qui était à la mode à l'époque, l'informatique n'était pas encore connue. Pour commencer une carrière à la mairie de Fort-de-France? Non, j'ai commencé dans le privé. Pendant 5 ans, j'étais directeur technique d'une société privée de Martinique, d'électricité. Et puis ensuite, Césaire m'a fait appeler parce qu'il cherchait des aides d'ingénieurs. Je suis entré à la mairie en septembre 1974 et j'en suis parti en décembre 2004. Et qu'est-ce que vous avez retenu de... On va se dire vous, bien tu, l'entrepreneur depuis le lycée. Bon, mais normalement, on se dit vous. On commence avec le vous et puis ça va se terminer par le tu. Bon, on est sur une télévision libre, mais de bonnes mœurs. Donc, qu'est-ce que vous avez retenu du privé? Du privé, bon, l'efficacité. Parce qu'il fallait, en tout cas c'était l'engagement que j'avais avec le patron, il fallait que tous les chantiers soient rentables. Donc diminuer le coût de revient pour qu'il y ait un bénéfice par rapport au coût où il avait passé le marché. Et c'est une expérience que vous avez utilisée dans oui, absolument, et puis l'efficacité. Tellement, et puis d'ailleurs, les ouvriers qui étaient avec moi, bon, le courant était passé bien. Si bien que d'ailleurs, lorsque je suis entré à la mairie en septembre 1974 et que le maire Aimé Césaire nous avait donné carte blanche pour étoffer les services techniques et il m'avait donné la charge de monter un service d'électricité et d'éclairage public à la mairie, mais beaucoup des anciens ouvriers de cette entreprise sont venus avec moi et ont fait carrière à la mairie et ils ont apporté à la mairie leur savoir-faire, le sens de l'efficacité et de réaliser des chantiers. Et c'est comme ça que la mairie était devenue la première entreprise de Martinique. Que j'ai été par la suite directeur des travaux, de l'ensemble des travaux, et à la tête d'un service où il y avait 715 ouvriers à la mairie de Fort-de-France. Donc ça s'appelle du travail en régie, c'est ça? Voilà, c'était la régie municipale. Alors qu'est-ce qui est plus rentable avec le recul? Alors ça dépend si on applique les méthodes d'efficacité où on essaie de faire en sorte que les coûts de revient des chantiers soient les plus faibles, celui-là est plus rentable que de faire à donner à une entreprise, puisqu'il n'y a pas la marge bénéficiaire quand on est à la mairie. Mais maintenant, s'il n'y a pas un encadrement efficace, où les ouvriers sont sur les chantiers, ils attendent qu'on leur apporte les matériaux, etc., il y a des pertes de temps, évidemment, ça coûte très cher. Plus cher que l'appel d'offres? Plus cher, absolument. Mais donc il faut arriver là avec un esprit de productivité. Et nous avions obtenu à l'époque, parce que j'étais en même temps syndicaliste, nous avions obtenu que ce soit la grille de la convention collective du BTP qui s'appliquait, ce qui fait que les ouvriers de la mairie sentaient qu'ils étaient restés dans la grande famille du BTP et ils avaient la même efficacité que les ouvriers du BTP du secteur privé. En tout cas du temps où j'étais là. Je ne sais pas pour la suite, je ne peux pas me prononcer sur ce qui est passé après mon départ. Et donc ça fonctionnait bien? Ça a fonctionné bien en tous les cas? En tout cas, nous recevions des félicitations du patron, le député Baird. Il était content de ce que nous faisions. Et des administrés aussi? Pas avoir de conséquences. Pas avoir de conséquences. Alors, un autre intérêt de la régie, c'était lorsque dans tel quartier il y avait un problème, on intervenait immédiatement.
Tandis que lorsqu'on fait des appels d'offres, il y a tout le temps de l'appel d'offres, l'étude, l'appel d'offres, etc. Et entre le moment où l'élu dit « je vais faire » et le moment où les ouvriers arrivent, il s'écoule en général 6 mois, quand ce n'est pas 1 an. En régie, quand le député maire passait dans un quartier, on lui disait qu'il fallait quelque chose, il nous passait un coup de fil, et le lundi d'après, nous étions là à pied d'œuvre. Dans l'ensemble, est-ce qu'au niveau de la globalité, puisque vous avez eu l'expérience, vous avez été président de la commission d'appel d'offres de la région, après, oui. Est-ce que dans l'ensemble, tout se fera cet ensemble de règles juridiques et maintenant européennes sur les appels d'offres et tout, je pense à de nombreux dossiers de nombreux chantiers qui sont bloqués à cause de procédures, où il y a des nullités qui sont prononcées parfois pour des choses résiduelles, enfin, epsilon, sans importance. Est-ce que tout ça s'applique au développement d'un pays qui a besoin de... Alors, globalement. Par la force des choses, nous sommes dans l'Europe. Oui. Et l'Europe est fondée sur l'axiome qui est la libre concurrence. Oui. C'est l'Europe capitaliste, donc c'est les entreprises. On dit que ce n'est pas l'administration de faire, ce n'est pas son cœur de métier, c'est aux entreprises de faire. Et les entreprises, pour les traiter, on les traite avec la concurrence. Donc il y a tout un arsenal juridique. D'abord battu en Europe, traduit dans la loi française, qui s'appelle le Code des marchés publics, qui change tous les 2 ou 3 mois. Avant même que les appliqués. Alors, j'ai connu cela, parce que même à la mairie, on avait la régie, mais il y avait tout un volet qui était quand même fait en marché public. J'ai connu ça comme technicien, qui utilisait le Code des marchés publics. Et puis, je l'ai connu comme élu, puisque effectivement, pendant 12 ans, j'ai présidé la commission d'appel d'offres. J'ai suivi les évolutions. Je peux vous dire que c'est complexe, il faut faire très attention, et ça prend beaucoup de temps. Et puis beaucoup de temps, et c'est compliqué. Ça laisse surtout cet ensemble juridique, ce corpus juridique laisse au juge administratif d'une très grande autorité une capacité d'annuler les marchés, de les retarder. Alors, j'ai eu ça m'est arrivé peut-être 2 fois. C'est toujours désagréable. C'est désagréable. Et à chaque fois, c'est arrivé pour des pécadilles. Mais c'est la seule règle dans le système capitaliste. Vous au Carrefour Mao, par exemple? Non, là où j'ai eu des problèmes au canal du Lamentin. Parce que tout simplement parce qu'on n'avait pas coché un petit astérisque, il fallait donner l'indication des moyens de recours qu'aurait un candidat malheureux. Rien que pour ça. Oui, absolument. Bon, on a refait l'appel d'offres et c'est la même entreprise d'ailleurs qui a eu l'affaire. Syndicalisme, vous disiez, syndicalisme de rupture, oui. J'ai commencé le syndicalisme déjà comme lycéen. J'étais militant au lycée Selcher. Et puis, franchement, à l'Association Générale des étudiants martiniquais, à la GEM. Et dès mon retour, j'ai rencontré 2 personnes. J'ai rencontré d'abord Gabor Masson, et c'est lui qui m'a présenté à Agasta. Et nous sommes entrés à la CSTM. Et dès ma première année à la mairie de Fort-de-France, avec Victor Géril, feu Victor Géril, nous avons créé une section CSTM qui, au bout de 3 ans, était devenu le premier syndicat de la mairie. 85% de suffrage aux élections professionnelles. Et j'ai introduit mon camarade Pulvar à la CSTM et ensemble, nous avons porté la CSTM qui était partie d'un petit syndicat créé par Fred Agasta en 1975. Et bien dans les années 90, nous étions devenus le premier syndicat de Martinique. Mais Daniel, c'est pas un petit peu compatible tout ça? Un syndicat qui a l'image du syndicalisme européen de lutte des classes, hein, d'accord, considérant que le travail le capitalisme, c'est l'exploitation de l'homme, c'est l'accumulation des richesses, bon, on connaît, avec en même temps des principes d'action par ailleurs nationalistes ou patriotiques. Donc la création d'un État qui doit regrouper quand même un peu toutes les composantes pour avancer, et puis avec une contradiction qui est la contradiction nationale, et en même temps là-dessus, c'est pas un peu trop compliqué tout ça? Non, c'est pas compliqué. En tout cas, pour nous, le syndicalisme, bon, nous qualifions cela d'école de formation. C'est-à-dire, un travailleur qui s'organise pour défendre ses intérêts de classe, en réalité apprend à s'organiser pour défendre toute sa vie. C'est les mêmes que vous retrouvez comme parents d'élèves, c'est les mêmes que vous retrouvez ensuite comme militants dans les partis politiques, parce qu'ils ont appris à s'organiser. Donc c'est une école de formation, une école de la citoyenneté. C'est la théorie. Non, c'était ça. Oui, c'était ça la théorie. Oui. Est-ce que dans la pratique, ce même travailleur a à un certain moment conscience qu'il faut peut-être abandonner ses exigences corporatistes ou limitées au sectoriel pour la revendication globale? Mais c'est ça toute l'éducation. En tout cas, Pulvar et moi, nous étions en même temps chargés de la formation idéologique des salariés. Eh bien, il fallait, à partir des revendications matérielles, catégorielles, arriver à leur faire prendre conscience que le combat fondamental, c'est le combat de la lutte
pour être responsable dans son pays. Bon, on appelle ça... Connaître ses droits pour mieux se défendre. C'est en tout cas ça. Alors, c'est vrai que parfois, on nous reprocherait de réciter par cœur le Code du travail. On nous disait français. Je disais, attention, le droit du travail français a pris naissance souvent au Bureau international du travail. Nous sommes d'accord. Et que nous sommes partisans d'un État, mais un État qui respecte le droit des travailleurs. Parce que notre État martiniquais a une couleur. Oui, mais une couleur de classe. Je ne parle pas d'une analyse figée des choses. Figée, pas figée, mais statique des choses. Dans une dynamique et dans un mouvement. Il y a le mouvement, parce que tout ça, c'est des mouvements, ça s'appelle la dialectique. Oui, hein? Oui, absolument. Tout ça a pris ça dans nos formations plus ou moins. Matérialisme dialectique de Marx. Bon, alors, dans une dialectique, est-ce que la dynamique corporatiste, professionnelle ou syndicale, à un certain moment, ne s'oppose pas à la dialectique nationaliste, c'est-à-dire qu'il faut faire un pays avec tout le monde. Bon, je vais caricaturer. Il faut faire un pays avec Ben Ariot, il faut faire un pays avec l'unanimité n'existe pas dans aucun groupe humain. La contradiction est dans toute chose. Alors là encore, on fait du marxisme. La contradiction est dans toute chose. Nous, les patriotes, d'ailleurs, nous distinguons les nationalistes. Parce que pour nous, le patriote, c'est un nationaliste de gauche qui a fait un choix de classe. La société, même lorsqu'elle est encore dominée, elle n'est pas encore libérée, elle est composée de classes, de groupes humains, qui ont parfois des intérêts contraires. Eh bien, nous voyons que ceux qui sont les plus nombreux, c'est ceux qui prennent le plus de fer, pour parler martiniquais. C'est eux qui souffrent dans les contradictions, c'est eux qui sont l'exploitation de l'homme par l'homme, ou bien ceux qui n'arrivent même pas à vendre leur force de travail. Eh bien, nous avons choisi d'organiser cela. Cela, c'est le plus grand nombre. Alors, comme nous voulons une société démocratique en même temps, et que pour désigner les responsables, on les désigne par l'élection, donc nous avons choisi ceux qui sont les plus nombreux. C'est ça la dictature du nombre. C'est ça la démocratie en réalité. Même la démocratie bourgeoise, la dictature du nombre. Il suffit d'avoir 50,1% et puis sa volonté passe. La prédominance. La dictature, c'est pas tout à fait adapté. En tout cas, mais c'est ça. En 2012, c'est pas adapté. Ça pouvait dire ça au début du cycle. Mais c'est ça la réalité. Je vois d'ailleurs, nous sommes dans un système incroyable où un groupe avec 47% croit qu'il détient tous les pouvoirs. Oui. C'est ce qui s'est passé à la région. Oui, surtout si les mécanismes... Mais en tout cas, notre choix idéologique, notre choix de classe, comme on disait dans les années 60-70, a été de se mettre au service des travailleurs, de ceux qui sont les plus nombreux et ils prennent le plus de fer. Voilà le choix. Alors, aller sur le front social, parce que nous disions ça comme ça. Au MIM, parce que j'ai rejoint le MIM en 1975, c'est après avoir fait le bilan de Chalvet, puisque je faisais partie donc, de ces jeunes intellectuels qui organisaient, éduquaient et organisaient les ouvriers agricoles. Et toute cette grande grève de janvier-février 1974, j'étais au cœur des événements. Nous avons tiré un bilan, et c'est après ce bilan-là que nous avons cherché à rassembler tout le camp patriotique, et j'ai rencontré Marie-Jeanne à cette époque-là. Et j'ai demandé au sein du MIM à travailler sur le front social. Mais donc, ouais, il y avait la lutte politique, et dans la lutte politique, il y avait des fronts. Autrement dit, pour bâtir la nation martiniquaise, il n'y a pas de priorité sur l'apparition de la nation, il n'y a pas de priorité de ça sur la résolution des problèmes sociaux. Ça marche ensemble. La CSTM se désignait comme un syndicat de lutte de classe patriotique. C'est-à-dire qu'il sait que nous éduquions, et nous continuons à le faire, parce que je fais toujours de la formation syndicale, les salariés membres de la CSTM pour leur faire savoir que nous avons un pays à libérer. Nous avons à construire. Maintenant, il faut vivre au jour le jour, il faut avoir des salaires décents, mais nous avons ce pays à construire. Et ça ne fait pas perdre du temps, ça? Est-ce que ça peut perdre du temps? En tout cas, j'ai constaté que ça nous a permis de nous implanter à Fort-de-France, dans la lutte syndicale. Alors on y vient. Alors on va d'abord passer par le MIM. Alors le MIM, la création, la genèse du MIM. Alors le MIM, c'est en 1976. C'est plusieurs groupes qui se rencontrent après avoir fait un bilan de ce que nous avons fait avant. Alfred Marie-Jeanne avait un groupe qui s'appelle le Comité de vigilance pilotin. Garcé Malsa avait un groupe Zama, Gaumont, Sainte-Anne, d'autres camarades autour de celle-ci de Gaumont, et autour de Bacpulva, il y avait les forces populaires. Forces populaires avec Duville, etc., etc. Et nous fusionnons sous, évidemment, le mot d'ordre, la parole au peuple. Il faut donner la parole au peuple, mais en même temps apporter la parole au peuple. Et nous fusionnons, et ce groupe devient le mouvement indépendantiste martiniquais. Et je fais une révélation. Le camarade qui était avec nous à l'époque,
et qui a indiqué le nom, c'était Yves-Marie Serraline. Ah oui. Ouais, évidemment, il est parti maintenant sur le fond culturel, il fait de l'animation caraïbe, ce qui est bien, ce qu'il fait. Très bien. Mais il était avec nous, et c'est un diplômé de la communication. C'est ça. Il nous était d'ailleurs à faire le journal, on doit beaucoup, le journal La Parole au Peuple. Il a beaucoup travaillé, c'était imprimé à l'époque, les imprimeries des Ormeaux, qui se trouvait à Bédé-Tourelle. Et Yves-Marie Serraline nous a appris à faire des jours. Comment fonctionne le mime? Il y a des balisiers, il y a des cellules dans d'autres Non, nous appelons des CAP, des comités patriotes. Nous avons un certain nombre de comités patriotes sur les bases. Il y en a combien maintenant? Sur les bases communales, alors de mémoire, on a peut-être à peu près une vingtaine, à peu près. Je n'ai pas tout en tête. Mais je suis secrétaire à l'organisation. Combien de militants contre le mime? Je ne sais pas précisément. À peu près. Je ne sais pas précisément parce que nous avons à la fois des militants et des sympathisants et des membres bienfaiteurs. Eh bien, moi, j'envoie chaque mois des invitations. J'envoie 660 invitations qui sont les militants à jour. Aux réunions, vous êtes à 600 Dans mes réunions mensuelles, nous avons une réunion mensuelle, évidemment, le dernier vendredi de chaque mois. À la mi-mois, c'est-à-dire le deuxième vendredi, nous avons notre conseil national, une espèce de notre parlement, c'est là où on débat idéologiquement. Et notre comité national se réunit tous les lundis soirs sous la présidence d'Alfred Marie-Jeanne, qui est devenu président. Votre lieu de réunion, les lieux varient pour le quatrième vendredi, les lieux varient. Alors le quatrième, oui, puisque nous sommes toujours là à l'invitation de Capé. Il y a 2 mois, nous étions au Gaumont, à Rivière-Pilote, à Fort-de-France, au Lamentin. Et à ces réunions, vous avez combien de personnes à peu près? En général, ça varie entre 5 à 600 personnes. Présent. Et ça débat. Ah oui, ça débat, c'est très intéressant. À quel moment il y a le plus de monde? Au moment des élections? Alors c'est au moment où on fait les... Alors non, c'est vrai. C'est vrai qu'au moment des mobilisations, parce que nous avons beaucoup de sympathisants qui se mobilisent, mais lorsqu'il y a une campagne électorale. Il y a malheureusement beaucoup de Martiniquais comme ça, c'est quand c'est chaud. Ils aiment ça. Ah oui, encore, maintenant, entre 2 périodes, on retrouve les militants, ceux qui viennent s'informer, s'éduquer, parce que c'est notre mot d'ordre, informer, éduquer, mobiliser et s'organiser chaque mois. Quelle place qui est laissée à la démocratie au sein du parti, au sein du MIM, au sein du mouvement? Non, c'est très ouvert. Alfred Marie-Jeanne, c'est un homme de synthèse. C'est-à-dire qu'il écoute beaucoup. Alors, dans nos réunions de fin de mois, ce sont des réunions La Parole au Peuple, c'est-à-dire c'est d'abord la salle qui a la parole, on note tout, on leur répond.